Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Plus belle ma Sarthe, l'émission consacrée au patrimoine sartois. Et ce soir, le coup de projecteur est mis sur la commune d'Espey, une commune dont nous allons reparler dans quelques instants, justement avec notre spécialiste patrimoine. Nous ont rejoint ce soir pour participer à cette émission Martial Soulard. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la BEIM qui organise notamment le salon Le Mans Auto Moto Rétro qui se déroulera le week-end prochain au Mans. Bertrand Corbeau, bonsoir. Bonsoir Bruno. Vous êtes le président de l'association Garage École du Mans. Absolument. À Allonne. On parlera justement de cette formation un peu spéciale, hein, un projet qui a débuté en 2022. À côté de vous, l'inénarrable Serge Bertin. Bonsoir, notre spécialiste espatois. Je ne sais pas si ça se dit, mais bon, pourquoi pas. Hein. On peut tous, dans notre émission, permettre un patois. Exactement. Et puis Pascal Mariette, notre spécialiste, lui, patrimoine sartois, qui va revenir, s'appesantir un peu plus longuement sur ce doux village dynamique, on va dire, d'Espey. Ouais, d'Espey, qui est aux portes du Mans. Hein. On l'oublie, ça pourrait faire presque partie de Le Mans Métropole, mais bon, ils n'ont pas voulu, tant pis. Et donc, il y a la rivière la Sarthe qui est présente partout à Espey. Espey, ça commence par... Alors, c'était un tout petit village. Il faut dire qu'il n'y a pas eu beaucoup d'habitants au Moyen-Âge, mais je vous expliquerai qu'il y avait un petit château quand même. Mais l'image, c'est les bords de Sarthe, c'est le moulin. Je vous propose ce moulin parce que c'est un moulin qui est là depuis longtemps. Il est là depuis le XVIe siècle. Les bases, parce que là, aujourd'hui, il a complètement été refait au XIXe siècle. Au XVIIIe, il y avait quand même 2 roues, donc ça veut dire que ça produisait. Mais au XIXe, il y a eu un incendie et il a été complètement reconstruit. Mais simplement, pour vous dire, situer à peu près le lieu, je vous montre ce moulin parce que c'est la rivière. Et la rivière, elle, va être l'économie du village, parce que la rivière, c'est l'autoroute où passent les marchandises, et depuis très longtemps. On sait que les Romains remontaient la Loire, même les Phéniciens, paraît-il, et puis on allait jusqu'à Nantes, mais on pouvait aussi aller, en arrivant à Angers, on pouvait tourner à gauche, donc pour remonter, aller sur Orléans, sur Tours, etc., et même aller très loin sur l'Allier, même on pouvait remonter l'Allier, etc. Donc on sait par exemple que les poteries de Lezoux, en Auvergne, remontaient les rivières pour être vendues dans la ville du Mans, à l'époque romaine. Donc c'est ce qu'on a utilisé aussi au XIXe siècle. Et au XIXe siècle, on a vu ça à une plus grande échelle. Donc qu'est-ce qu'il fallait faire ? Il fallait aménager la rivière pour que les grandes péniches puissent passer et arriver jusqu'au Mans en remontant de Nantes. Et là, on a fait, comme dans beaucoup d'endroits au XIXe siècle, on a créé des canaux pour passer les barrages. Donc il y avait le moulin avec son barrage. Eh bien, on a créé en 1842, enfin 1842 c'est l'inauguration, puisque ça demandait quelques années de réalisation, un canal qui fait 1200 mètres et qui contourne justement ce moulin. Et pour évidemment qu'on joue avec les niveaux, eh bien comme partout, comme au Mans où on trouve des écluses, il fallait faire une écluse. Eh bien, il y a une très jolie écluse aussi à Espey, que l'on voit à l'image. Je crois que c'est la numéro 5, puisque les écluses sont numérotées en partant du Mans. La première étant juste à côté de l'ancienne usine des tabacs, ce qu'on appelait l'usine des tabacs, que tout le monde connaît, si vous vous baladez. Et donc voilà la belle écluse bien entretenue d'Espey. Et puis ensuite, évidemment, ces écluses fonctionnent tout à fait, mais pour traverser la rivière pour les gens, existait pendant des années, on sait que depuis au moins le XVe siècle, eh bien, il y avait aussi des passages en barque. Il y avait des barques avec un passeur. Voilà l'écluse numéro 5. Il y a des bâtiments, toujours, il y a des gens qui habitent dedans. Et donc, il fallait des barques. Et donc, à Espey, non, excusez-moi, c'est l'écluse numéro 4. Donc, je pensais que c'était la 5. Bon, bref. Et donc, des barques, et on sait qu'il y avait une barque qui traversait à cet endroit où aujourd'hui il y a un pont métallique, et je tiens à vous parler de ce pont parce que c'est ces fameux ponts cadres que l'on va construire aussi au XIXe siècle. Là c'est à la fin du XIXe siècle, en 1881,
1989 est inauguré ce pont, qui aura eu du mal à se faire, puisque Arnage voulait aussi son pont, et c'est le préfet qui a tranché pour dire que c'est Spey qui avait une priorité sur le pont. Et bref, les habitants avaient aussi participé à sa construction à l'époque. Et puis, il faut dire que c'était une période où il y a eu des crues, etc. Il y a eu des problèmes administratifs avec Arnage. Ça a pris un peu de temps, mais ce pont est toujours en place, tout petit d'ailleurs, parce qu'on passe par alternance. Il a été créé une voie piétonne sur le côté pour protéger les piétons. Et donc, c'est une entreprise du Mans qui l'a construit en 1889. C'est l'entreprise Fontex du Mans et qui a sous-traité à une autre entreprise parisienne à l'époque qui s'appelait Baudet, Denon et compagnie. Voilà, et d'ailleurs, si vous regardez, c'est bien écrit à l'extérieur, vous prenez des jumelles et vous allez voir. Et puis, comme dans toutes ces communes comme Aspet, vous voyez, on voit les rivets et tout, ça tient très bien, hein, ça a quand même plus d'un siècle et les camions, les voitures passent dessus. Juste un petit château. Alors c'est moins riche que d'autres communes, mais un château 19e, le château des Biserets. J'en parle parce qu'il a été terminé en 1876, mais il est surtout situé, enfin quelque part, un petit peu plus loin. Il y avait un petit coteau où là on sait qu'il y avait, depuis le 15e siècle, un petit château. Il n'était pas médiéval, mais il était fortifié quand même, un petit château qui appartenait à la famille Trouillard, qui était une famille assez connue au Mans au XVe siècle, une famille d'avocats, de médecins et de juges. Et puis, ce château a servi aussi, dans le petit bois qui est derrière, de base arrière pour le général Patton et son état-major, donc avant de rentrer dans le Mans. Et puis pour terminer, je vous conseille, si vous allez à Spey, c'est d'aller voir le presbytère qui est juste derrière l'église, là, parce que il y a 2 cadrans solaires. Alors c'est assez amusant, il y a un cadran sur cette face qui est en vue, et puis sur le pignon. Alors tout simplement parce que le soleil, il se déplace, et donc il y a un côté où c'est de 5h du matin à midi, et de l'autre côté de midi à 7 ou 8 heures le soir. Donc le matin, on regardait sur le pignon et l'après-midi, on regardait sur la façade. Plein de bon sens. Plein de bon sens. Et donc cette maison a 2 cadrans solaires. Donc c'est pour ça que c'est quand même assez rare. Donc je conseille quand même d'aller voir ce lieu assez amusant. Voilà, ces cadrans solaires ont été heureusement restaurés en 1993. Parfait. Voilà pour aujourd'hui. Merci mon cher Pascal. Mais pour compléter cette carte postale, je vous présente l'énigme de Pascal. Alors, comme dans beaucoup d'endroits dans la Sarthe, il y avait un tramway qui passait à Spey. Et en 1893, a été mis en service une ligne de tramway qui desservira une gare, donc à Spey. De quelle ligne s'agit-il? À vous de deviner si vous êtes bon géographe. Je vous propose en A, Le Mans-Maillé, en B, Le Mans-Loué-Brulon, en C, Le Mans-La Suze ou en D, Le Mans-Sablé. Alors, quid de cette question pendant que vous le réfléchissez chez vous? Martial, une petite idée ou alors c'est complètement au hasard? Bon, j'irais bien à la Suze. Ouais, la Suze, allez. Bertrand, vous? Moi j'ai un handicap parce que je suis mayennais d'origine, donc... Ouais, mais ça remonte très loin, ça. Ça n'empêche pas que vous avez parlez quand même... de ma date de naissance ou vous êtes de la quand ligne même, de tramway? Et la ligne de tramway, 1893. Je vais dire Sablé pour pas dire comme Martial. Ah ouais. Et mon ami Serge? Voilà. J'aurais bien dit aussi Sablé ou la Suze. Mais quand il dit qu'il y a un piège, je dirais, allez, à tout hasard, Loué. Ouais, moi aussi, je ne suis pas au courant. On n'est pas dans la confidence, allez. Eh bien, vous êtes tous faux, pour une fois. C'est Maillé. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la ligne, en fin de compte, c'était Le Mans-Sirenfoultourte. Et à Sirenfoultourte, il y avait une bifurcation vers Maillé et l'autre vers La Flèche. Et donc, voilà. Donc, ça passait par Spey. Et puis, après, il y avait d'autres lignes, bien sûr. Donc, je me suis dit, tiens, là, il y a un piège pour la question. Pour une fois, je vais les avoir. Super. Merci, Pascal. Merci. Bon, dites donc, Maître Bertin, la semaine passée, vous nous avez promis de nous raconter une histoire d'Ozio. D'Ozio, c'est ça? En patois sartois, d'Ozio. C'était une belle histoire, je crois. Ouais, c'était même une belle histoire, celle qu'une Bézou, c'est ça? Une Bézou. Vous avez confié car, prétendez-vous, vous savez communiquer avec les osios. Ouais, il cause pas toi, il s'y met. Madame. Il fait des progrès énormes. Il a du mal, celui-là.
Eh bien oui, messieurs. Et oui, et en toute modestie, je peux vous dire que je parviens à communiquer avec les oiseaux. Hein. Vous pourriez tous le faire, il suffit d'un peu de concentration et de beaucoup d'imagination. Hein. Et moi, je parviens... bon, pas avec tous les oiseaux. Hein. Je vous avoue que le coucou, il radote complètement. Il dit toujours la même chose. La pie, je m'en méfie parce qu'il dit toujours du mal de ses copines. Par contre, le rouge-gorge, qu'on appelle donc la bézou, ah ben moi, il faut dire que je la nourris, ma bézou. Quand je jardine, vous savez, je trouve une rocher, vous savez ce que c'est, un ver de terre, un lombric. Ouais. Eh ben, elle s'en empare, je le lui laisse. Et puis, ça crée des liens comme ça. Et c'est comme ça qu'ensemble, elle et moi, on est devenus tout à fait amis, et elle me parle. Elle me parle et elle m'a dit en particulier pourquoi cette bézou, on l'appelle un rouge-gorge. Bah, c'est parce qu'elle a une tache rouge sur la gorge, pardi. Le gros malin, il le croit, oui, c'est vrai, il y a une tache rouge. Mais ce que vous ne savez point, maître, c'est pourquoi elle a cette tache rouge. Et ça, je vais vous le dire parce qu'elle me l'a dit. Hein. Et tout ça, ça remonte de vieux. Hein, ça remonte à presque 2000 ans. Et à l'époque, les bézous, c'était pas autre chose que ce qu'on appelle des pèsses. Une pèsse, c'est une espèce de moineau. Alors, avec un plumage grisâtre, beige, banal. Et cette bézou, eh ben, elle vivait déjà à cette époque-là, pas la mienne, mais son ancêtre, et elle se trouvait un jour extraordinaire dont on va commémorer l'événement dans peu de temps, c'est la crucifixion du Christ. Et ce jour-là, eh bien, les Romains rigolaient, et la bézou rigolait pas. Elle était triste. Et elle voyait cet homme qui souffrait le martyre. Elle aurait voulu l'aider. Bien sûr, elle ne pouvait pas arracher les clous. Ce qu'elle pouvait faire, tout simplement, c'est essayer d'enlever les épines qui ensanglantaient le front du supplicié. Et de son bec, elle a retiré toutes les épines. Elle venait à peine de retirer la dernière épine qu'une tache du sang royal lui est arrivée sur l'estomac, sur le cou. Et l'agonisant lui a dit « Tu m'as aidé, désormais, tu garderas toujours cette marque de mon sang et tu seras béni. » Elle est bien belle, votre légende. Ah, c'est beau comme histoire. Bon, comme toute légende, il y a un côté un peu fantastique, un côté irréel. Par contre, je vous le rappelle, ce qui est tout aussi fantastique, mais bien réel, c'est ma capacité à communiquer avec la nature et avec tous les habitants de la nature. Et je dois vous faire un aveu. Depuis quelque temps, parce que j'aime bien essayer d'aller plus loin, et avec beaucoup, j'y ajoute de l'empathie à ma concentration, à mon imagination, avec de l'empathie, je parviens à communiquer avec qui? Avec les poissons. Ah, ça vous en bouche un coin, ça. Hein? Madame, eh ben, je vais vous raconter ce qui m'est arrivé récemment. Je me trouvais dans la campagne et je vois un paisible pêcheur. Qu'est-ce qu'il fait? Il pêche paisiblement. Hein? Et j'entends comme une cusserie. Une cusserie, vous savez, c'est quand on cusse, c'est qu'on se plaint. Oui. Hein? Mais comme une cusserie faible, comme la cusserie d'un queugnon. D'un enfant. Surpris, il n'y a pas une queugnon dans le coin. Je m'approche du pêcheur et cette cusserie venait d'un seau d'eau. Un seau d'eau. Hein. Et dans ce seau d'eau, qu'est-ce qu'il y avait? Eh bien, il y avait un malheureux poisson, un cheverne. Un cheverne, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Bon, c'est un poisson d'eau douce, hein, un cheverne. Et ce poisson, il me regardait, mais avec des yeux implorants. Et il papait du bec. Hein, c'est-à-dire qu'il ouvrait le bec et il fermait la bouche. Puis il me regardait ses yeux implorants. Il voulait me parler. Et comme je m'étais entraîné déjà, je me suis dit, je vais réussir à l'écouter. Et je me penche vers lui. Et de quoi qu'il me dit? Je me penche davantage. Et il me dit,
Poisson d'avril. Bravo. Merci Serge, bravo. Je les ai bien lus. Hein. Ah, madame, oui. Ah bah oui. Ils sont restés quoi? C'est ça, bouche bée, on pourrait même dire. Hein. À défaut d'avoir parlé de vertébrés aquatiques, parce que c'est le 1er avril, hein, oui. On a parlé de bipèdes zélés. Merci en tout cas Serge pour cette belle histoire. De bipèdes, il sera question aussi le week-end prochain, justement à l'occasion du salon Le Mans Auto Rétro, mon cher Martial. C'est la combienième édition? Alors c'est la 29e édition de la Bourse et c'est la 14e édition du salon tel qu'il est actuellement au centre des expositions. Avec cette année, on peut le dire déjà, hein, pas mal de nouveautés, même si on laissera le soin aux gens de découvrir les choses à partir de samedi, 9h, c'est ça? Samedi 9h, ouverture au public jusqu'à 18h et dimanche également. Bon, alors mettez-nous un petit peu l'eau à la bouche. Quoi de neuf, on peut dire, pour cette nouvelle édition? J'ai reparlé déjà, on est 5 organisateurs, 5 clubs qui nous composons BEIM. Et le salon s'appelle Le Mans Automoto Rétro, même si beaucoup disent on va à l'ABEM. Voilà, c'était une habitude. Et là, on a 3 parties. Donc il y a la partie bourse, qui est à l'origine, la partie exposition et puis la partie vente aux enchères. Donc là, on a un certain nombre de véhicules. Donc pour les et puis on a des exposants aussi pour la bourse. On a à peu près 150 exposants à l'intérieur et à l'extérieur, et puis dans les box. Donc des exposants qui viennent d'assez loin d'ailleurs, parce que ils ont l'habitude de venir et puis ils aiment bien, ils apprécient la convivialité. C'est ce qu'ils nous disent. Hein. Voilà. Et puis dans la partie salon, on a 80 exposants. Alors ce sont essentiellement des clubs de voitures anciennes, motos. On a des vélos aussi. On a des associations, genre Classique Automotive par exemple, Virage de Mulsanne, etc. L'association Rondeau, je crois aussi, qui va venir exposer une voiture en pleine restauration. On a Rondeau. Alors il n'y aaura pas de voiture Rondeau parce qu'elle n'est pas disponible. Ouais, mais Rondeau sera là exactement. Et puis on a des professionnels aussi des véhicules anciens, donc des gens qui nous vendent des véhicules, des plateaux pour transporter les véhicules par exemple, des restaurateurs, de carrosserie, moteurs, etc. Et puis on a des artistes également, donc des artistes qui peignent, qui dessinent des véhicules anciens. Essentiellement, quoi. Alors après, dans les véhicules, on a à peu près une trentaine de motos qui sont exposées dans la partie exposition. Avec des choses qu'on n'a pas encore vues précédemment ces dernières années, alors, j'imagine. Le thème cette année, ce sont les véhicules italiens. Donc on aura essentiellement des motos italiennes, même si on en a d'autres. Moto et auto italienne, alors oui, les deux. Alors c'est véhicules italiens. Donc si on avait pu avoir des cars, des tracteurs, des choses comme ceci, ça aurait été bien, mais c'est pas toujours facile. C'est essentiellement pour les transports que ça pose problème. Une voiture, on peut la déplacer facilement, une moto aussi, mais pour les poids lourds, c'est un peu plus difficile. Et on aura des véhicules anciens, puisque le véhicule le plus ancien est de 1901. Eh oui. Voilà. Donc c'est un petit clin d'œil, c'est une Decoville, je ne sais pas si vous connaissez la marque. Donc ce véhicule sera sur le stand du musée au train Decoville de Semur-en-Vallon. Donc c'est un petit clin d'œil parce que les gens ne savent pas forcément que Decoville n'a pas fait que du ferroviaire, mais a aussi fait des véhicules, et même un avion d'ailleurs qui a été détruit par les Allemands. Et puis on aura des véhicules d'avant-guerre aussi, des Fiat, des Fiat, Simca Fiat aussi, parce qu'il y a de l'histoire à ce niveau-là. Et puis on a aussi, je suis du car, issu du car, et beaucoup de gens ne savent pas que Renault a fabriqué des véhicules ailleurs qu'en France, notamment en Italie. Et là, on va avoir une Dauphine. Alors, elle n'est pas fabriquée en Italie, mais on aura le logo Dauphine Alfa Romeo. Ah, super. Donc, des choses un peu particulières. Ouais. Et puis, on a aussi Renault qu'on appelle The Original maintenant. C'est anciennement Renault Classique, qui va nous amener un véhicule unique que vous n'avez jamais vu. Donc, je ne vais pas vous dire son nom, vous découvrirez quand vous viendrez. Donc, il y a un certain nombre de choses comme ceci. On aura un car aussi, un car Bedford. Donc plein de choses à voir, à découvrir. Combien de spectateurs l'année dernière? Alors l'an dernier, on avait plus de 11 000. D'accord. On est allé avant la Covid, jusqu'à 15 000. Donc j'espère qu'avec le beau temps qu'on a, on aura beaucoup plus de visiteurs. Martial, on peut dire que c'est un rendez-vous qui est doublement attendu parce que, on le sait, en Sarthe, il y a beaucoup d'amateurs de voitures, de passionnés. Et c'est le premier endroit, le premier site, le premier lieu de la saison où on peut se retrouver entre passionnés. Oui, alors on se retrouve déjà tous les premiers dimanches de chaque mois sur un parking de supermarché, c'est vrai.
Mais là, on a des gens qui viennent d'assez loin. Là, on m'a appelé tout à l'heure, des gens qui vont venir de la région parisienne, spécialement pour voir le salon qui commence à être assez renommé. Même si on est en concurrence avec Rennes, qui a lieu le même jour. Oui, mais celui du Mans est meilleur. Un dernier mot, le prix d'entrée, Martial? Alors, le prix d'entrée, c'est 4 € pour une journée, 6 € pour les 2 jours. Et si vous venez avec un véhicule de plus de 30 ans, eh bien, vous avez une entrée gratuite. Super. Donc, vous avez de la restauration, vous avez tout ce qu'il faut là-bas pour passer toute la journée. Et soleil garanti. C'est garanti. Pour le week-end. Bon, merci Martial. On se verra sûrement samedi durant le week-end à déambuler dans les allées du salon. On finit ce plateau avec la question du jour. Alors, la question du jour aujourd'hui, qui raconte une histoire bien évidemment, comme à l'accoutumée, de quelle année date la fontaine de la Cigogne, située Grande Rue au Mans? Tout à fait, donc en bas de Pascal. Je vois Pascal regarder. Ça vous parle, Pascal? Cette belle fontaine. Une idée à peu près de la date à laquelle elle aura été construite? Sous ce modèle-là, oui. 1833, 1864 ou 1910, ce sera mon dernier mot. Allez. Moi, je pense que au hasard. Moi, je dirais peut-être même 33, parce qu'il y avait la porte de la Cigogne, et c'était en remplacement de la porte qui a disparu. Mais à savoir que l'eau arrivait là depuis les Romains, donc... Bon, vous acquiescez tous? Vous êtes tous d'accord? Ou non, un doute? Moi, je dirais 1864. 64 pour Bertrand? Bon. Ben non, c'est Pascal qui a raison. De 1833, la fontaine à eau potable de la rue est un vestige de l'époque romaine, alimentée par un aqueduc à l'époque. Donc, elle est située à la jonction de la Grande Rue et de la rue de la Truie qui file, qui s'appelait autrefois la rue de la Cigogne. Voilà, tout ça c'est dans le Vieux-Mans. Bon, merci les amis. On se retrouve, restez avec nous dans quelques instants avec Bertrand Corbeau, le président de l'association du Garage École du Mans. A tout de suite.